Merci à tous d'être là, surtout que la période n'est pas facile entre la rentrée et les fêtes, une période de préparatifs intensifs. Merci à Gad et à Jean-François d'avoir organisé cette soirée. Alors le livre paraît officiellement demain, même si beaucoup de librairies l'ont déjà reçu. Et c'est donc la première conférence que je donne sur ce livre, et c'est bien qu'elle se tienne ici, parce que l'UNEJ est en grande partie à l'origine de ce livre. C'est en préparant ce MOOC, donc Israël, économie et société, que j'ai eu l'idée de faire un livre sur le sujet, mais pas seulement sur les sujets que j'avais traités, les thèmes que j'avais traités dans le MOOC, donc l'économie, la société, parce que dans le MOOC manquait le grand volet du conflit extérieur avec les Palestiniens, et c'est donc l'objet de la deuxième partie de ce livre. La première partie est consacrée au conflit intérieur, et la seconde partie au conflit extérieur. Donc Israël et ses conflits, et j'ai sous-titré « Des querelles et des rêves », parce que dans la société israélienne, c'est pas comme dans la diaspora, il y a une tradition de débat. Il y a une tradition de débat, il y a une tradition de débat parfois vif, parfois un peu trop, mais au moins, il y a un échange d'idées qui, malheureusement, dans la diaspora, est souvent mise de côté pour des raisons qui ne sont pas forcément mauvaises, d'ailleurs. Tous les militants communautaires ont ce souci, ne jamais apporter de l'eau au moulin de l'ennemi. Et donc, lorsqu'on parle d'Israël, la première tendance, c'est de défendre. C'est de défendre, de toujours tout justifier, y compris pour des choses qui ne méritent pas polémique. En Israël, non. En Israël, on critique tout. Tout le monde critique tout le monde. Et moi, je trouve que c'est très bien comme ça. La société israélienne est une société de conflit. Elle est une société de conflit, alors que, vu de l'extérieur, on a plutôt le sentiment que c'est un peuple très uni. D'ailleurs, c'était un des objectifs du sionisme. C'était le rassemblement des exilés, le kibbutz ha-galouyot. Et ça existe effectivement, mais uniquement dans l'adversité. Lorsqu'Israël est confronté à l'ennemi pendant les guerres, ou face au terrorisme, évidemment, la population est unie. Peuple élu, uni. Et la population est unie au-delà de ces différences. Mais dès que la situation s'améliore un peu, dès que le calme revient, parce qu'il y a quand même des périodes relativement calmes, eh bien les divisions repartent de plus belle. Ces divisions, quelles sont-elles? Moi, j'en distinguerai deux. Il y a des divisions qui ont un caractère historique marqué. Il y a d'abord la distinction entre juifs et arabes, qui est la distinction fondatrice de l'État, et puis celle entre Ashkénazes et Sfarades, qui ont immigré dans deux vagues très différentes, l'une dans les années 30, 40, 50, et la seconde dans les années 50, 60, 70. Et aujourd'hui, ce clivage entre Ashkénazes et Sfarades n'est toujours pas complètement résorbé. Et puis, il y a des clivages plus idéologiques, le clivage religieux-non religieux. Et puis aujourd'hui, on peut y ajouter de nouveaux clivages entre riches et pauvres, car la société israélienne, qui auparavant était l'une des plus égalitaires au monde, est devenue une des plus inégalitaires au monde. Et puis on pourra ajouter aujourd'hui un clivage qui ne va peut-être pas durer entre anciens et nouveaux immigrants, puisque je le démontre, je crois, dans le livre, la population russe s'est fort bien intégrée. Par contre, la population éthiopienne, très mal. Très mal pour des raisons qu'on peut développer. Alors, premier clivage, le clivage essentiel, le clivage historique, le clivage juif-arabe. La communauté arabe israélienne est en train d'évoluer de façon très intéressante. Il y a une révolution silencieuse qui se produit dans la société arabe, comme dans tout le monde arabe d'ailleurs, qui est la transition démographique. Lorsque l'État d'Israël est né, chaque femme arabe israélienne avait 9 enfants, en moyenne. Aujourd'hui, c'est 3,15, et l'année 2015 peut être considérée comme historique, puisque pour la première fois, le taux de natalité des femmes juives et des femmes arabes est strictement identique. C'est-à-dire que le risque démographique, qui était qu'un jour la population arabe se renforce considérablement et finisse par dépasser la population juive, dans les frontières de 67, sans parler des territoires, ce risque-là n'existe plus.
C'est donc un facteur puissant de modernisation des relations entre les deux populations. Le second facteur intéressant, il est lié, c'est évidemment la montée en puissance du féminisme dans la communauté arabe israélienne. Aujourd'hui, j'habite une ville mixte en plus, donc je vis ça au quotidien, la ville de Jaffa, Yafo. Les filles vont à l'école, à l'université, elles étudient, elles deviennent journalistes, elles deviennent médecins, elles deviennent avocats, et évidemment, ça change la face de la communauté arabe. Est-ce que cela va dans le sens d'un apaisement des relations? D'abord, il faut savoir que les relations sont bonnes. J'ai envie de dire, elles sont meilleures là-bas qu'ici. Il suffit d'aller sur la plage de Tel Aviv l'été, où l'été dure longtemps là-bas, et vous voyez une femme en burkini ou une femme arabe qui se baigne tout habillée, à côté un garçon avec la kippa, à côté une fille en bikini, à côté des jeunes en short, et tout ça, les gens ne s'aperçoivent même pas des différences. En clair, tout le monde s'en fiche complètement. Complètement. Ce qui fait que les relations, contrairement à ce qu'on peut penser, sont plutôt bonnes. Et ce ne sont pas des relations de subordination. Moi, je vais étudier tous les matins dans une bibliothèque universitaire, juste à côté de chez moi. Les jeunes juifs, les jeunes arabes, il y en a parfois un qui porte la kippa, une fille qui est voilée, ils préparent un exposé ensemble, ils rigolent ensemble, ils boivent un café ensemble. Ça, c'est des choses qu'on a du mal à imaginer ici, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que cette situation est aussi angélique que ça? Évidemment non. Évidemment non. Les Arabes israéliens se considèrent comme Palestiniens d'Israël. D'ailleurs, de plus en plus, aujourd'hui, ils se définissent comme Palestiniens d'Israël, c'est-à-dire qu'ils sont totalement solidaires du combat des Palestiniens dans les territoires. Et d'ailleurs, ils l'expriment et dans leurs œuvres artistiques, et dans leurs combats politiques, etc. etc. Mais cette modernisation de la société arabe peut donc emporter deux types de conséquences. Une conséquence très favorable à l'unité de la société israélienne, qu'on voit aujourd'hui, à savoir que deux élites, les élites, elles se rapprochent, et donc cela contribue à la pacification des relations. Et puis aussi, il y a une autre tendance, c'est qu'une élite peut considérer que désormais elle doit avoir toute sa place. Elle doit avoir toute sa place, et que donc il faut que la société juive lui laisse plus de place, et c'est tout à fait le combat que mène aujourd'hui, par exemple, nombre de députés à la Knesset. Autre changement d'ailleurs dans la société arabe, c'est qu'auparavant, tous les spécialistes de la société arabe israélienne, qu'ils soient juifs ou arabes d'ailleurs, ils employaient tous la même expression pour désigner les élites politiques. Ils disaient des élites politiques incompétentes et corrompues. Ça n'est plus le cas. C'est encore le cas dans les villages, dans les quartiers où il y a quelques moukhtar qui font la loi, mais les élites, par exemple les députés à la Knesset, sont des gens de très bon niveau. Le président de la liste unifiée arabe est avocat. Un des leaders, Ahmed Tibi, est médecin. Et ce sont tous des gens de ce niveau-là qui parlent un hébreu impeccable, qui parlent un anglais impeccable, et l'arabe évidemment, qui sont parmi les orateurs à la Knesset, qui ne sont pas les plus mauvais. Et qui, là aussi, c'est assez surprenant, vous voyez parfois un député d'extrême droite juif qui plaisante avec un député arabe à la Knesset. C'est assez surprenant quand on ne connaît pas le pays, mais ça arrive. Donc on va avoir une société arabe très intéressante à observer dans son évolution. Retenez un nom, celui de Lucy Harish, qui est une jeune journaliste arabe israélienne, qui est en train de devenir une des grandes vedettes de la télévision israélienne, qui a été choisie il y a 2 ans par un gouvernement Likoud pour allumer une des torches qui symbolise la naissance de l'État le jour de la fête de l'indépendance, Yom Ha'atzmaut. Et moi, je crois qu'en plus, elle a un avenir politique, mais ça, l'avenir le dira. Elle est un peu le symbole de cette nouvelle société arabe israélienne qui est en train de naître, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle fasse des concessions sur le plan de l'intérêt national de la communauté arabe israélienne. C'est la première caractéristique nouvelle de la société israélienne, c'est cette montée en puissance des élites arabes. Deuxième caractéristique assez frappante ces dernières années, c'est tout nouveau, c'est l'évolution de la communauté ultra-orthodoxe, la communauté Haredi, que tout le monde pensait, moi le premier, totalement monocolore. Et aujourd'hui, la communauté ultra-orthodoxe, c'est plutôt 50 nuances de noir. Parce que cette société, elle est beaucoup plus diverse qu'on ne croit. La meilleure preuve est que désormais la société israélienne non ultra-orthodoxe la regarde différemment.
une série télévisée comme Shtisel, les romans de Naomi Ragen, toutes ces œuvres artistiques suscitent un intérêt considérable. Et puis surtout, il y a une évolution considérable là aussi qui s'est produite. L'année 2015 aussi est historique de ce point de vue. Pour la première fois, la majorité des hommes ultra-orthodoxes travaillent, 53%. Ça n'était jamais arrivé. Avant, la majorité étudiait la Torah toute la journée. Maintenant, ils travaillent. Pourquoi? D'abord, ils veulent sortir de la pauvreté. La moitié des familles ultra-orthodoxes étaient dans la pauvreté. Elles le sont un peu moins aujourd'hui grâce à cette participation au marché du travail. Et puis d'autre part, la nature du travail évolue. Les femmes comme les hommes, aujourd'hui, vont à l'université. Les universités ont mis en place un certain nombre de programmes adaptés parce qu'ils ne veulent pas de mixité, etc. Il y a des campus. Alors ça fait des histoires, évidemment, mais les choses avancent quand même. Et ce qui est frappant, c'est par exemple la participation de ces hommes à la high-tech. Alors, en plus, tous les spécialistes de la high-tech adorent embaucher des ultra-orthodoxes parce qu'il paraît, mais je crois que c'est juste d'ailleurs, que les études talmudiques formatent le cerveau, un peu comme l'informatique, c'est-à-dire toujours revenir sur le problème, décortiquer, etc. Et c'est des gens qui travaillent très bien dans la high-tech, et y compris des femmes aussi d'ailleurs, bien qu'elles n'étudient pas le Talmud, normalement, il y a certaines qui le font. Donc, une communauté, là encore, qui est en phase d'évolution. Elle est en phase d'évolution. Est-ce que cela va révolutionner la société israélienne? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si les choses ne changent pas, la population ultra-orthodoxe aujourd'hui représente 10% du total. Mais quand vous regardez les effectifs scolaires dans le primaire, c'est 23% des effectifs. Ça veut dire qu'à la prochaine génération, ce sera 23% normalement. Et l'équivalent de l'INSEE israélien, le Bureau central de la statistique, disait qu'en 2030, il pourrait même représenter, 2050, pardon, 30% de la société israélienne. Mais il y a un autre phénomène, il y a deux phénomènes qui jouent. D'abord, la participation au marché du travail et la baisse du taux de pauvreté font que les gens vont avoir moins d'enfants, parce que pour l'instant, ils étaient surtout dépendants des allocations familiales. Et puis, un phénomène extrêmement intéressant, je vais faire de la publicité pour une de nos amies de Jérusalem, qui s'appelle Florence Heinemann, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les déserteurs de Dieu », c'est que nombre de jeunes ultra-orthodoxes quittent ce milieu. Et il y a même un phénomène encore plus nouveau, l'année dernière, il y a 2 ans, des familles entières quittent ce milieu. C'est un phénomène de sortie. Alors bien sûr, il y a encore des entrées. C'est un phénomène de sortie, et toute la question est de savoir si ces sorties et cette révolution interne à la société ultra-orthodoxe vont limiter sa progression démographique. Parce que sinon, ce serait un changement complet de la société israélienne. Au niveau politique, aujourd'hui, Chasse, ultra-orthodoxe séfarade, plus Yahadut HaTorah, ultra-orthodoxe ashkénaze, c'est 13 députés, plus de 10%. S'ils doublent leurs effectifs demain, c'est 26 députés. S'ils les triplent, c'est 39. C'est-à-dire que c'est eux qui font la loi. Ils la font déjà largement, remarquez. Hein. Ils la font déjà largement. Mais il y a là aussi, moi je ne suis pas prévisionniste, je ne m'appelle pas Madame Soleil, il y a une évolution à suivre très intéressante. Cette société ultra-orthodoxe est en train de changer pour tout un tas de raisons, et notamment à cause d'Internet. Parce qu'avec Internet, aujourd'hui, les rabbins de cette communauté n'ont plus la même autorité sur les jeunes comme avant. Alors, fut un temps, ils voulaient interdire Internet, mais vous savez bien que n'importe quel enfant de 14 ans et demi vous débloque un téléphone en quelques minutes. Donc, cette société est de facto ouverte désormais sur le monde extérieur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc voilà les clivages déjà anciens. Clivage nouveau, clivage riche-pauvre, qui malheureusement ne cesse d'augmenter. Le taux de pauvreté en Israël dépasse légèrement les 20%. Il a un petit peu reculé l'année dernière du fait d'une situation de l'emploi qui est extrêmement favorable, puisqu'il y a une situation de plein emploi. C'est moins de 5% de chômeurs. La dernière statistique disait 4,1 le dernier trimestre. Donc une situation de plein emploi. Donc le taux de pauvreté a diminué, notamment dans la communauté ultra-orthodoxe, pas dans la communauté arabe. Mais on va vraisemblablement vers une légère diminution. Cela dit, le fossé est immense. Le fossé est immense et c'est 20% de la population. Mais si on prend les seuls enfants, c'est un enfant sur 3. C'est un enfant sur 3 qui vit au-dessous du seuil de pauvreté. La pauvreté étant concentrée dans 3 secteurs, arabes, ultra-orthodoxes et villes de développement, c'est-à-dire les familles séfarades pauvres. Villes de développement et quartiers pauvres.
les deux communautés arabes et ultra-orthodoxes devraient progresser. Dans les villes de développement et les quartiers pauvres, c'est beaucoup moins évident. Là, il y a un problème d'employabilité des personnes. Il y a souvent un niveau d'éducation très faible. Ce sont des familles qui vivent beaucoup de l'aide sociale. Il y a aussi de la délinquance, il y a de la drogue, etc. C'est très comparable à la banlieue française, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà pour le clivage riche-pauvre. Le clivage nouveaux immigrants anciens est intéressant à analyser parce qu'il y a une véritable réussite de l'intégration russe. Moi, quand j'avais séjourné en Israël il y a une vingtaine d'années, et là, à l'époque, il y avait beaucoup de préjugés contre les Russes. Et aujourd'hui, c'est une communauté d'élite. C'est une communauté d'élite. Lorsque vous prenez les statistiques, le niveau de vie moyen d'une famille russe est supérieur à la moyenne nationale. Alors, parmi les Russes, vous avez des médecins, vous avez des avocats, vous avez des journalistes, vous avez aussi des ouvriers, etc. Mais en général, la communauté russe s'est très bien intégrée, économiquement, culturellement moins, parce que la première génération, ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent vivre en autarcie linguistique. Ils ont un grand quotidien qui s'appelle Vesti, ils ont une chaîne de télévision israélienne en russe, la chaîne 9, mais leurs enfants, eux, vivent comme les autres Israéliens. On le voit d'ailleurs au niveau politique. Le dernier parti russe, entre guillemets, qui est Israël Beiteinu, le parti d'Avigdor Lieberman, stagne. Et il est appelé à stagner. Parce que ce sont les primo-arrivants qui votent pour lui. Les primo-arrivants, ils n'arrivent plus. Et leurs enfants votent comme les autres Israéliens, mais les jeunes Russes majoritairement très à droite. Donc, réussite pour les Russes, par contre, échec pour les Éthiopiens. Échec pour les Éthiopiens pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le niveau de départ était extrêmement faible. Il se trouve que dans mes activités là-bas, je donne des cours de français et j'avais parmi mes élèves une ancienne principale de collège qui avait monté tout un programme d'aide pour les enfants éthiopiens, de soutien scolaire. Elle me disait les différences entre les Éthiopiens et les autres jeunes Israéliens étaient considérables. Elles tendent à se résorber très très lentement. Mais majoritairement, les Éthiopiens vivent au bas de l'échelle de la société. Ils sont au salaire minimum. On les trouve dans les travaux de nettoyage. On les trouve dans les supermarchés. On les trouve en prison. Près de la moitié des jeunes Israéliens en prison sont d'origine éthiopienne. On les trouve aussi beaucoup en conflit avec la police. Ça a donné lieu à des affaires retentissantes. Et ça a donné lieu également à, là aussi, un regard nouveau de la société israélienne sur cette deuxième génération, parce que beaucoup sont nés en Israël, près de la moitié maintenant sont nés en Israël. Et il y a quelque chose qui m'avait surpris, moi qui ai beaucoup travaillé sur les minorités en France, ils emploient exactement les mêmes mots que j'avais relevés ici en France quand j'avais travaillé sur les minorités. Il y avait un jeune Éthiopien qui était dirigeant d'une association de jeunes Éthiopiens qui répondait à un journaliste, c'est simple. Nos parents, ils ont courbé les chines parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Nous, on ne courbera pas les chines. C'est ça la réalité de la communauté éthiopienne aujourd'hui, qui se sent totalement israélienne. Hein. Et que les autres Israéliens aussi les sentent comme totalement israéliens, mais il y a une différence encore considérable, avec aussi des marques de racisme. Racisme un peu soft d'ailleurs. Vis-à-vis des Éthiopiens, c'est plutôt « ils sont gentils ». Et comme le disait aussi ce jeune dont je parlais tout à l'heure, il disait « oui, mais moi j'en ai assez d'être gentil ». Voilà. Donc voilà, pour donc un constat d'échec quand même pour la communauté éthiopienne. Alors le gouvernement fait des efforts, droite et gauche confondus. D'ailleurs, ils votent à la Knesset des programmes de soutien scolaire, des programmes de lutte contre le racisme dans les écoles, des programmes de discrimination positive dans la fonction publique. C'est pour ça, lorsque vous allez en Israël en vacances, regardez le nombre d'Éthiopiens qu'il y a à la poste, qu'il y a comme conducteur de bus, etc. C'est des programmes d'embauche préférentiels dans les services publics au profit des Éthiopiens. Donc voilà des conflits très, très marquants dans la société israélienne, des lignes de clivage qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Israël, mais il y en a trois. Il y en a un qui est le long de la côte, qu'on appelle Tel Aviv, qui est l'Israël idéal, où les gens ont fait de bonnes études, où ils ont un bon travail, où ils gagnent bien leur vie, où ils vont à la plage, où ils s'amusent beaucoup. Je connais bien, j'y vis. Et effectivement, c'est un Israël un peu déconnecté de tous les problèmes qui existent par ailleurs, parce qu'ils existent par ailleurs dans ce qu'on appelle le second Israël, que là-bas on appelle apériphéria, la périphérie, qui est donc tout ce qui n'est pas la côte,
qui est à la fois la Galilée et le Negev, et un petit peu aussi Jérusalem, les quartiers sud de Jérusalem, les quartiers pauvres de Jérusalem, qui sont donc ces villes où s'entasse une population qui est l'inverse de celle que je viens de décrire, c'est-à-dire moins diplômée, moins qualifiée, avec des emplois moins bien rémunérés en conséquence, et qui là aussi cumule tous les inconvénients, et donc avec aussi un taux de déviance sociale, de marginalité, de délinquance, drogue, etc. Sachez que là aussi, des programmes gouvernementaux interpartisans, votés par la gauche et par la droite, tendent parfois à réussir. Il y a un exemple, c'est la ville de Beersheba. Beersheba est une ville qui est en train de décoller parce que l'armée a décentralisé ses services de cybersécurité là-bas. Ça a entraîné la création d'une grande zone industrielle avec toutes les grandes sociétés internationales de high-tech, qui fait que Beersheba est en train de devenir la capitale mondiale de la cybersécurité. Et de ce fait, ça a entraîné tout un développement de la ville au niveau immobilier, au niveau des transports, au niveau de la culture. Par exemple, le théâtre de Beersheba a doublé le nombre de ses abonnés en un an. Donc, ce qui prouve qu'avec à la fois un gouvernement qui agit, un maire, parce qu'il y a un maire très dynamique qui agit, et puis une population qui suit, les choses peuvent avancer. Donc, voilà pour le second Israël. À mon sens, il y a aussi un troisième Israël, dont personne ne parle, que moi j'appelle le royaume de Judée-Samarie. Le royaume de Judée-Samarie, c'est donc le royaume où vivent aujourd'hui 400 000 Israéliens. Je ne parle pas des quartiers est de Jérusalem, je parle uniquement de la Cisjordanie, qui vivent dans 134 implantations. Certains disent colonies. Je ne veux pas lancer de polémique. Moi, j'emploie tous les mots. J'y consacre d'ailleurs une page, la guerre des mots, dans ce livre. 134 implantations. Et c'est une véritable micro-société qui s'est constituée, avec une orientation politique évidemment très à droite, avec une religiosité bien plus importante que dans le reste de la population, avec aussi un taux de croissance démographique extrêmement important. Par exemple, la population sioniste religieuse qui vit dans la majorité de ces implantations a 6 enfants et demi en moyenne par famille. Donc, sans même nouvelles implantations, sans même nouvelles constructions, cette population croît naturellement. Au moment d'Oslo, en 1993, il y avait 100 000 personnes dans les territoires. Aujourd'hui, c'est 400 000. C'est 400 000 et ça ne cesse de progresser. Et comme vous le savez, c'est un des sujets de conflit et avec l'autorité palestinienne et avec les pays occidentaux, puisque les États-Unis, comme l'Europe, ne veulent pas de nouvelles constructions, ils ne veulent surtout pas de nouvelles implantations. Alors voilà pour les conflits internes à la société israélienne. Donc une société divisée, mais néanmoins très dynamique et qui souvent arrive à résoudre les problèmes. Et en tout cas, ce n'est pas une société qui stagne. Et une des questions que je m'étais posée en faisant ce MOOC et en réfléchissant à ces questions, c'est est-ce qu'il y a un lien entre cette évolution interne et l'évolution externe, l'évolution du conflit avec les Palestiniens? Et j'esquisse une réponse, je vais essayer de vous la faire partager, mais d'abord quelques mots sur l'état actuel du conflit. En écrivant ce livre, j'ai été frappé au fil des recherches par le fait que le conflit reste encore marqué par ses origines. Le conflit, il est d'abord dans le regard de l'autre. Ce qui est frappant lorsqu'on discute avec les gens, lorsqu'on regarde la presse, lorsqu'on écoute la radio, la télévision, c'est de voir à quel point les opinions sont restées les mêmes depuis 1948. Pour les Juifs, 1948, c'est la victoire, c'est l'indépendance, ça ne se discute pas. Pour les Arabes, c'est la catastrophe, c'est la Nakba, ça ne se discute pas. Une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce conflit historique sera un jour résolu? À mon avis, non. Je crois que ces opinions resteront. Est-ce que ça empêche d'avancer? À mon avis, non plus. On peut très bien avoir cette divergence historique qu'il ne faut pas nier. Et après tout, il est tout à fait normal que chaque peuple ait sa sensibilité par rapport à des événements qui ont été quand même des événements dramatiques. Et puis les perspectives d'évolution. Alors les perspectives d'évolution, elles avaient connu une grande avancée en 1993 avec les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo sont encore officiellement en vigueur, puisque l'autorité palestinienne existe, puisqu'il y a même encore une coopération sécuritaire entre les services de l'armée israélienne et les services de sécurité palestiniens qui marchent bien en plus, qui marchent bien. Il y a encore des échanges économiques. Il y a eu encore tout récemment une grande avancée sur un sujet qu'on connaît très peu ici, qui était le conflit sur l'eau.
Ce qui prouve qu'on peut résoudre des choses, puisque apparemment, on va arriver à une répartition satisfaisante des ressources entre les deux populations. Le conflit est-il soluble encore territorialement ? Un des meilleurs spécialistes de la question que je cite dans le livre, qui s'appelle Shaul Arieli, dit oui, encore. C'est encore possible parce que, de toute façon, il y a environ 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie et même avec un taux de croissance très, très important, les Juifs n'arriveront jamais à les dépasser, enfin, en tout cas à vue d'homme. Le problème est qu'avec 134 implantations légales et une bonne centaine d'illégales, ça devient de plus en plus compliqué de dessiner une carte. Alors, vous savez qu'une des solutions, c'est de regrouper les implantations, de les annexer, de les faire annexer par Israël, ça représenterait environ 5% du territoire, et en échange, Israël donnerait 5% de son territoire aux Palestiniens. C'était la solution qui était en discussion à Camp David en 2000, et ensuite avec les paramètres Clinton, et ensuite à Taba. C'est grosso modo ce qui est sur la table virtuellement, parce qu'il n'y a plus de négociation. C'était ce que Ehud Olmert avait proposé à Mahmoud Abbas, et que Mahmoud Abbas a refusé. Il n'a jamais expliqué pourquoi. Moi, j'ai une explication. Je vous la donnerai si vous voulez, dans la discussion. On en est là aujourd'hui, on est dans une situation de blocage total, et en même temps, c'est ça qui est très curieux, de calme tout à fait satisfaisant. Alors, il y a du terrorisme, qu'on appelle maintenant le terrorisme 2.0 ou l'intifada des couteaux, mais ça n'est rien par rapport à ce que c'était auparavant. C'est une dizaine de morts israéliens par an, une centaine de morts palestiniens par an. Pendant la seconde intifada, c'était 3000 morts palestiniens et 1000 morts israéliens. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui fait le blocage aujourd'hui ? En dehors de la politique des dirigeants israéliens et des dirigeants palestiniens, c'est que la population n'y croit plus. Lorsque vous regardez les sondages, c'est très intéressant. Aussi bien chez les Palestiniens que chez les Israéliens, il y a encore une majorité pour la solution à deux États. Une majorité qui décline un peu plus chaque jour, mais la solution à deux États est encore majoritaire. Première question, êtes-vous pour les deux États ? Oui, 55, 56, 57%. Seconde question, pensez-vous que cela va se faire ? Non. En clair, et c'est ça qui est dramatique dans ce conflit, moi je voulais l'intituler, cette seconde partie, au début je voulais l'intituler « Le conflit le plus idiot du monde ». Parce que la solution, tout le monde l'a, elle a été écrite 10 fois, par le président Clinton, par l'ONU, par l'Union européenne, par des Israéliens, par des Palestiniens, par des dirigeants arabes. Et les choses n'avancent pas. Il faut savoir que la césure s'est faite au moment de la seconde intifada. Après l'échec de Camp David pendant l'été 2000, la seconde intifada a brisé la confiance. Elle a brisé la confiance parce que les Palestiniens ont dit bah, c'est simple, Barak n'a pas fait vraiment de concessions, ils ne voudront jamais la paix avec nous, ne voudront jamais nous restituer les territoires. Et puis les Israéliens ont dit bah, écoutez, ils déclenchent l'intifada, ils font des attentats dans toutes les villes, il y a 1000 morts, ça prouve qu'ils ne veulent pas la paix. Voilà, le conflit est encore dans le regard de l'autre. Est-ce qu'il y a donc un lien entre le conflit externe et le conflit interne ? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui, parce que ce qui est frappant, c'est que dans les deux sociétés, ce sont les extrémistes qui dictent l'agenda politique. Chez les Israéliens, la majorité des Israéliens ne sont pas extrémistes. La majorité, ce sont des gens modérés. Ce sont des gens modérés qui, comme partout dans le monde d'ailleurs, veulent la paix, veulent gagner leur vie, veulent étudier, veulent que leurs enfants vivent leur vie, et c'est tout. Chez les Palestiniens, c'est la même chose. C'est la même chose. Le problème, c'est que dans le système politique israélien, avec ce système de majorité proportionnelle intégrale, les extrémistes, que ce soit l'extrême droite ou les partis ultra-orthodoxes, dictent l'agenda politique. Parce qu'ils font un chantage permanent à la Knesset. Et puis chez les Palestiniens, c'est la même chose. Mahmoud Abbas, en fait, ne fait pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il est complètement ligoté. Il est ligoté d'abord par ses ennemis intimes à l'intérieur du Fatah, comme Mohamed Dahlan, et puis bien entendu, il est sous la surveillance du Hamas.
Alors que là aussi, les extrémistes sont minoritaires. Mais ils ont pris le pouvoir, ils se sont très bien débrouillés. D'ailleurs, on peut saluer leur savoir-faire politique. Lorsqu'on remonte un petit peu dans l'histoire, Oslo est signé en septembre 1993. Pendant un an, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose parce que les extrémistes sont atterrés par ces accords. Et puis, progressivement, ils relèvent la tête. Alors, c'est Baruch Goldstein qui assassine plusieurs dizaines de musulmans dans la mosquée de Hebron. Ensuite, c'est le Hamas qui réplique et qui va faire la série d'attentats de février-mars 1996 qui va conduire à la défaite de Shimon Peres et à la victoire de Benjamin Netanyahou. Et donc, voilà, avec quelques bombes et quelques couteaux, on pourrait le résumer comme ça, les extrémistes dictent la loi. Alors, est-ce qu'il y a dans la population des facteurs favorables? Très certainement. Aujourd'hui, il y a une explication qui est souvent avancée, pas très développée d'ailleurs, qui dit que le conflit serait de nature beaucoup plus existentielle, beaucoup plus fondamentale, et en fait de nature religieuse. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Ça n'était pas le cas historiquement, et c'est une explication qu'on donne aujourd'hui pour ne rien faire. Parce que si le conflit est religieux, ça veut dire qu'on sort du cercle de la raison. Tant que le conflit est politique et territorial, même si c'est avec des extrémistes, même si c'est violent, on est dans le cercle de la raison. Et donc on peut trouver des solutions dans le cercle de la raison. Si on sort du cercle de la raison, on ne peut plus trouver de solution. Et donc c'est plus un prétexte qu'une explication. Donc voilà, moi je crois que le lien entre les conflits internes et le conflit externe, il est là. Si je voulais conclure de manière un peu provocante, je vais le faire comme dans ma conclusion, vous y aurez droit. Il y en a un qui peut être content de lui, c'est Yigal Amir. Yigal Amir, c'est l'assassin de Rabin. Alors Yigal Amir, je peux vous donner des nouvelles, puisqu'il a pu se marier, il est en prison, il a pu se marier, il a pu avoir un enfant, il a pu même faire la brit mila de son enfant. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait quelque chose de très frappant chez Yigal Amir, c'est qu'il était toujours souriant. Même pendant son procès, très souvent, il était souriant. Et les journalistes, souvent, se demandaient, mais pourquoi sourit-il comme ça? Eh bien, moi, je crois savoir pourquoi. C'est lui qui a gagné. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Je vais répondre dans l'ordre, hein. Alors, d'abord, l'éducation, oui, c'est vrai. Les chiffres de l'OCDE montrent que le niveau des élèves dans le primaire et le secondaire est faible. Alors, avec d'immenses différences. Parce qu'effectivement, il n'y a pas un secteur, mais il y en a 4. Il y a le secteur public, qu'on appelle le secteur Mamlarti, le secteur public religieux, Mamlarti Dati. Il y a le secteur... non, il y en a 3 plutôt. Pardon, il y en a 4. Le secteur ultra-orthodoxe, et puis il y a le secteur arabe. Et il y a d'immenses différences entre le niveau du secteur arabe, par exemple, et le niveau Mamlarti. Et le niveau du secteur arabe fait baisser la moyenne, mais pas seulement. Il y a un problème dans le système scolaire israélien. Il y a d'abord un problème d'effectifs. Il y a des classes de 35, 37, 38. Il y a même eu un mouvement il y a 2 ans de parents d'élèves qu'on appelait, même quand on ne comprend pas l'hébreu, on comprend ce que ça veut dire, c'était le mouvement contre les sardinim, parce qu'ils étaient serrés comme des sardines. Et donc, ils ont obtenu un certain nombre de postes supplémentaires. Il y a un problème de statut des enseignants. Ils sont très mal payés. Ils sont très mal payés et donc ça n'encourage pas les vocations. Et puis, la division entre ces secteurs fait qu'il y a aussi une déperdition d'énergie. Entre parenthèses, la division entre ces secteurs a été officialisée dans la loi sur l'enseignement de 1951, si j'ai bonne mémoire, ce qui nous renvoie à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que dès la naissance, pratiquement, chacun est mis dans une case. L'école laïque, ou l'école religieuse, ou l'école ultra-orthodoxe, ou l'école arabe. Et très souvent, on ne sort jamais de la case. Ça, c'est assez intéressant à observer. Donc, il y a tout un débat en Israël sur la place de l'enseignement qui a déjà posé un problème pour le développement économique du pays. Parce que, comme vous le savez, le développement économique du pays est largement fondé sur la high-tech et donc sur un haut niveau de mathématiques et d'informatique. Et ces dernières années, il n'y avait pas assez de jeunes qui choisissaient ces options pour le bac, parce que leur niveau était faible. Et donc, il y a eu toute une politique de soutien scolaire, il y a eu des publicités à la télévision. Le problème semble en voie de solution.
Ce qui rend plutôt optimiste pour le secteur de l'enseignement, c'est que là-bas, c'est pas comme ici. Là-bas, il y a encore des ressources. Comme le pays connaît une forte croissance et peu de chômage, on peut encore dégager des ressources pour l'éducation, pour l'aide sociale, pour beaucoup de choses. Et donc là, c'est une question d'arbitrage politique. C'est une question d'arbitrage politique, mais effectivement, les parents d'élèves, d'ailleurs, sont les premiers à se plaindre du niveau d'enseignement. Maintenant, sur une personnalité fédératrice qui pourrait réunir la société israélienne, bon ben, s'il s'en dégage une, elle sera élue. Hein, mais pour l'instant, on n'en voit pas. La dimension religieuse du conflit, elle existe. Mais est-ce que c'est la raison du conflit? Moi, je ne le pense pas. Il y a une dimension religieuse qui est instrumentalisée. Par exemple, le conflit sur le mont du Temple, il est complètement instrumentalisé. Pendant des siècles, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de problème, mais les Juifs n'allaient pas là-bas parce que parfois ils n'avaient pas le droit d'y aller, mais parfois ils ne voulaient pas y aller aussi parce qu'il y avait une interdiction rabbinique. Et puis le Waqf a officiellement, et avec l'accord d'Israël, la gestion de ce lieu. Ce qui est vrai, c'est que c'est sans doute le problème le plus délicat à résoudre. Il ne peut pas être résolu en dehors du conflit général, en dehors de la solution générale. C'est pour ça que tant qu'on sera dans un cadre conflictuel au niveau général, il y aura des incidents sur le mont du Temple, une fois parce que des députés sont montés, une autre fois parce que des manifestants sont montés, une autre fois parce que la police a tiré, une autre fois parce que des policiers sont fait assassiner. Il y en aura. La dimension religieuse, comme vous le dites, elle est, là encore, c'est la dimension extrémiste. Comme vous le dites, les frères musulmans, ben on le sait, si demain, par miracle, il y avait un accord de paix, le Hezbollah lance une offensive, mais ça, c'est presque mathématique. Parce que le Hamas et le Hezbollah, enlevez-leur la guerre. Qu'est-ce qu'il leur reste? Donc il y a effectivement cette dimension qui est complètement instrumentalisée, et c'est facile d'instrumentaliser les choses à partir de la religion, parce qu'on peut formater les esprits dès le plus jeune âge dans les écoles, etc. Est-ce que le regard du monde exacerbe le conflit? Il exacerbe parfois les réactions. Mais le conflit, non. Le conflit, non, il existe en tant que tel. Il exacerbe parfois les réactions des responsables politiques qui sont agacés, effectivement, par résolution de l'UNESCO, résolution de l'ONU, résolution de la Commission des droits de l'homme à Genève, etc. Mais c'est pas ça qui fait le conflit. C'est pas ça qui fait le conflit. Mais ça alimente des polémiques et ça n'aide pas. Ça n'aide pas, ça c'est évident. Et puis, j'ai oublié quelque chose. Non, c'était ça, les masses médias. C'était ça. Alors, elle n'existait plus jusqu'il y a 2 mois. Jusqu'à il y a 2 mois, elle n'existait plus. Et puis Avi Gabay a été élu. Et alors Avi Gabay suscite de l'intérêt. Certains disent c'est le Macron israélien. Certains disent ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Parti travailliste était virtuellement mort, un petit peu comme le PS français. Dans les sondages, il était descendu à 8 sièges. Il en a 20 aujourd'hui, plus 4 de l'Union centriste, enfin de Tzipi Livni. 24, il était passé à 8, c'est-à-dire il était sur la voie de la disparition. Et l'élection d'Avi Gabay suscite un nouvel intérêt, non pas pour le Parti travailliste, mais pour la liste qu'il est en train de constituer. Alors Avi Gabay est quelqu'un de très intelligent. Il suscite beaucoup de curiosité. Il a fait sa première réunion publique à Tibériade. Alors à Tibériade, la gauche avait disparu depuis longtemps. Le Parti travailliste devait faire 3%, quelque chose comme ça. Avi Gabay organise un meeting, 500 personnes. 500 personnes pour une ville très moyenne, hein, et qui lui dit, 500 personnes qui lui disent, nous on vote Likoud, nous on vote Chasse, nous on vote Abaïta Yehoudi, mais toi tu as l'air intéressant d'abord t'es marocain comme nous, et donc tu as peut-être des choses à nous dire. Et Gabay fait aujourd'hui cette campagne. Il y a effectivement un petit peu de Macron en lui, au sens où il distille son programme au début par petites touches. Par exemple, sur le conflit avec les Palestiniens, il n'a pas proposé de programme global. Mais il dit oui, quand même, à Jérusalem, les choses peuvent évoluer. Est-ce qu'on doit garder ces villages? Est-ce qu'on doit garder le camp de Chouafat, etc., etc. Et sur tous les sujets, il sème ses petits cailloux. Et à la fin, il devrait pouvoir rassembler ça dans un programme et avec une liste qui sera sans doute fort différente de la liste précédente. Il veut faire rentrer des religieux, il veut faire rentrer des femmes, il veut faire rentrer des Arabes. Il y aura des belles surprises sur la liste, ça je peux vous le dire. Est-ce qu'il aura le temps de le faire? C'est pas sûr, parce qu'on pourrait très bien voter dans quelques mois. Pour l'instant, Benyamin Netanyahou aurait intérêt à ce que les élections se produisent maintenant, parce qu'il est encore très haut dans les sondages, mais ses alliés ne veulent pas.
parce qu'Abahit Ayoudi se dit « moi je vais encore gagner des sièges », ils en gagnent progressivement, et parce qu'Israël Béthénou se dit « moi je vais plutôt en perdre », et parce que Chasse risque de disparaître. Ça, ce serait historique, puisque dans les sondages, ils sont à 4 sièges, et compte tenu du seuil de représentativité à 3,25% aujourd'hui, on ne peut pas descendre en dessous de 4. S'il lui manque 2000 voix, il disparaît. Ce serait historique. Donc ces alliés ne veulent pas, donc comme d'habitude, Binyamin Netanyahou, ça on peut compter sur lui, il va jouer sur 3 paramètres. D'abord l'état de sa coalition, secondement les affaires judiciaires, et troisièmement la situation internationale, parce qu'il subit aujourd'hui 2 pressions très difficile, la pression iranienne, à travers les groupes pro-iraniens qui s'installent sur le Golan, et puis la pression des États-Unis, de Donald Trump. Et si à un moment donné, il voit que sous ces trois facteurs convergent et le mettent dans un corner, il dissoudra. Il dissoudra et se présentera encore comme le défenseur du peuple, le défenseur du pays face à ses ennemis. Enfin, là-dessus, il est imbattable. Hein. Il est imbattable, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, il pourrait être élu. Dans 6 mois, nul ne le sait. Bon, je vais répondre. Il y a finalement deux grandes questions, une question d'ordre sociologique, une question d'ordre pays arabe. Alors pour la sociologie, j'ai peut-être pas été assez clair là-dessus. Je parle de conflit, on ferait mieux de parler de clivage, comme le professeur Claude Klein qui a introduit ce vocabulaire qui est tout à fait pertinent, parce que la société israélienne est une société communautariste. Mais là-bas, le communautarisme, ça n'est pas une insulte. C'est parfaitement admis. Et en fait, il n'y a pas de conflit. Il y a une coexistence. Les ultra-orthodoxes vivent dans leur quartier, les laïcs dans le quartier d'à côté, les arabes dans le quartier d'à côté, etc., etc. Il y a une coexistence. Les populations se rencontrent assez rarement, sauf dans certaines villes mixtes, par exemple juifs arabes, à Haïfa, à Yafo. Et puis, religieux, non religieux. Par exemple, moi, j'ai vécu à Jérusalem pendant près de 6 ans. Les Arabes restent dans leur quartier, les ultra-orthodoxes restent dans leur quartier, et les autres vivent leur vie et ne rencontrent pas les 2 premiers. Donc c'est une société de l'entre-soi. C'est une société de l'entre-soi. Et comme tu le disais, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on retrouve les mêmes phénomènes que, par exemple, en France. D'ailleurs, en France, le vocabulaire de périphérie commence à s'imposer avec le livre de Christophe Guilly, à savoir que ici aussi, comme là-bas, la fracture sociale recouvre la fracture ethnique et recouvre la fracture territoriale. La fracture territoriale. Donc on a effectivement les mêmes phénomènes, pour des raisons, à mon avis, qui n'ont rien à voir avec la France ou avec Israël. C'est que la mondialisation n'est pas seulement économique, elle est culturelle et donc politique. Et donc on retrouve les mêmes phénomènes un peu partout. Les tycoons, alors effectivement, ça c'est assez nouveau, ça n'existait pas. Il y avait quelques grandes familles, bon, comme dans tous les pays, quelques grandes familles qui avaient des biens. Là, tout le mouvement de privatisation avec la libéralisation de l'économie depuis une vingtaine d'années a favorisé l'émergence de géants de l'économie. Et on est passé de monopoles publics à des monopoles privés. Et le dernier monopole privé, c'est le monopole du gaz. C'est le monopole du gaz qui est donc confié à quelqu'un qui s'appelle Israël Tchouva, qui en partenariat avec une société américaine qui s'appelle Nobel Energy. Et ça risque d'avoir une conséquence tout à fait fâcheuse, c'est que les Israéliens vont bientôt payer leur gaz, qui vient donc de leur société, plus cher que ce qu'ils payaient quand c'était l'Égypte qui fournissait. Alors ça pose quand même un problème. Je cite les chiffres dans ce livre. Le taux de concentration dans la grande distribution, le taux de concentration dans l'industrie agroalimentaire, le taux de concentration dans la banque fait que les familles israéliennes sont surfacturées. Par exemple, un journal avait calculé que les frais bancaires étaient si élevés en Israël qu'il y avait un surcoût pour chaque famille de plus de 1000 shekels par an. Hein, donc le chiffre était encore plus important. Je ne l'ai pas en tête, mais c'était frappant. Donc, et effectivement, il y a aujourd'hui ce phénomène, donc à la fois une société avec un niveau de pauvreté très important, et puis de l'autre côté des tycoons, des familles très riches et qui surtout dirigent l'économie. J'en viens au monde arabe. Alors, le monde arabe et l'initiative de paix de 2002, l'initiative de la Ligue arabe. Ce qui est frappant, c'est qu'en Israël, tout le monde dit « voilà une initiative intéressante », y compris la droite. Hein. Y compris la droite. Il y a Binyamin Netanyahou ne cesse de le dire, Avigdor Lieberman l'a encore dit, il y a 6 mois, une initiative très importante. Et Israël n'a jamais répondu à cette initiative, officiellement. Jamais. Jamais. Alors, qu'est-ce que c'est cette initiative ? C'est de dire, voilà, nous, pays arabes, on reconnaît Israël
dans les frontières de 67. Et en échange, un État palestinien est créé dans ces mêmes frontières, avec le retour des réfugiés qui est prévu dans la... Et puis enfin bon, c'est le programme de l'OLP, grosso modo. L'initiative a été renouvelée, je crois, en 2007, et encore récemment, mais en dehors du texte lui-même, le texte que Mahmoud Abbas avait remis à la délégation du PS, hormis le texte lui-même, il y a des déclarations de dirigeants arabes qui laissent penser que cette initiative pourrait être nuancée. Par exemple, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que, par exemple, le problème des réfugiés a quasiment été résolu. Dans toutes les négociations, ça n'a jamais été acté, mais il s'esquisse une solution, à savoir que tous les réfugiés palestiniens qui vivent au Liban, au Syrie et ailleurs pourraient venir évidemment dans l'État palestinien, et ceux qui sont vraiment les descendants de familles de Haïfa, d'Efa, etc., ils pourraient revenir par petite quantité. On disait par exemple 10 000 par an pendant 10 ans, Israël, comme tous les pays, étant habilité à interdire pour des raisons de sécurité ou l'entrée de tel ou tel ressortissant. Mais pour des raisons de sécurité, comme n'importe quel pays peut le faire. Donc voilà, ça n'a pas été acté, mais même Arafat, je le cite a dit une fois à Ehud Barak, à Camp David en 2000, vous n'aurez pas de problème démographique avec moi. Donc, et la plupart des sujets, alors effectivement, ceux qui ne sont pas résolus, il y a le problème de Jérusalem, qui est très difficile, et à Jérusalem, le problème du mont du Temple, qui est encore plus difficile. Il n'y aura pas de solution partielle, ni sur le mont du Temple, ni sur Jérusalem, s'il n'y a pas de solution d'ensemble. Et l'initiative de paix arabe, à mon avis, elle va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure où est en train de se former ce bloc d'États arabes sunnites dits modérés, avec l'Arabie saoudite, qui donc s'associe avec ceux qui ont déjà fait la paix avec Israël, à savoir l'Égypte et la Jordanie, et puis également les États du Golfe, avec le problème du Qatar. Alors là, on ne sait jamais trop où on en est avec le Qatar. En France, on le sait mieux qu'ailleurs. Mais on a aujourd'hui la formation de ce bloc qui fait que, effectivement, le monde arabe va faire de plus en plus pression sur les Palestiniens. Peuvent-ils le faire autant qu'ils le voudraient? Moi, je ne le crois pas. Il faut bien voir que les régimes arabes sont des dictatures pour la plupart, mais on l'a bien vu pendant le printemps arabe, ils sont quand même tenus aussi par leur opinion publique. Et l'opinion publique arabe a été formatée pour prendre en charge la cause palestinienne. La cause palestinienne, c'est leur idéal, c'est leur porte-drapeau. Et donc, par exemple, l'Arabie saoudite ne peut pas abandonner la cause palestinienne. Alors que moi, je suis persuadé que les dirigeants saoudiens le voudraient bien. Vous savez, les dirigeants saoudiens, je ne voudrais insulter personne, mais leur grand problème, c'est de continuer à gagner de l'argent. Hein. Le reste, ils n'ont à peu près rien à faire. Hein. Donc, s'ils pouvaient abandonner cette cause-là, comme beaucoup d'autres contraintes, ils le feraient. Ils ne le peuvent pas, parce que ce serait renier leur légitimité. Et je crois que c'est à peu près la même chose dans les autres pays arabes modérés. Et puis aujourd'hui, il y a le conflit avec les chiites qui tendent, eux, donc, à reprendre le flambeau de la cause palestinienne en disant, vous voyez, ils sont en train de l'abandonner et nous, on les défend vraiment. Nous, l'Iran, nous, le Hezbollah, nous, le Hamas, parce que le Hamas a beau être sunnite, il est sous influence chiite maintenant. Donc on est dans cette configuration un peu complexe. Ce qui est vrai, c'est que si on veut voir les choses de façon positive, la situation régionale n'a jamais été aussi favorable à la paix. Il y avait un vieux proverbe qui disait « pas de guerre sans l'Égypte, pardon, pas de paix sans l'Égypte, pas de guerre sans la Syrie ». La paix elle a été faite avec l'Égypte, la Syrie, elle n'existe plus. Et elle n'existera plus pour les décennies à venir. C'est-à-dire que l'ennemi principal du Nord est complètement défait. Alors il reste l'Iran, il reste les milices pro-iraniennes, Hezbollah, et puis les autres milices pro-iraniennes qui sont sur le Golan, mais quand même, par rapport à ce que c'était auparavant, où Israël n'était entouré que d'ennemis, la situation a grandement évolué. D'autant que contre l'Iran, contre les milices pro-iraniennes, il y a tout l'Occident. Alors, il y a le jeu de la Russie qui complique les choses. Mais moi, je suis d'ailleurs l'un de ceux qui pensent que c'est peut-être Vladimir Poutine qui détient la clé de la situation. On l'a déjà vu ces dernières années. Moi, je crois qu'il va s'affirmer de plus en plus. Dans quel sens, je ne sais pas. Mais je crois qu'effectivement, le monde arabe va jouer un rôle de plus en plus important
dans la solution ou la non-solution du conflit. Juste, Philippe, tu n'as pas répondu sur la question de l'intégration. Ah, l'intégration des Français, des Américains, etc. Alors c'est vrai, ça c'est un phénomène assez impressionnant. C'est que des populations qui ont tout pour elles, à savoir éduquer, souvent de l'argent, souvent de la famille sur place, ou un appartement sur place, ne s'intègrent pas ou mal. Mais c'est parce qu'ils ne le veulent pas. Moi, j'ai participé à des réunions de l'Imradachim français, etc. Et une des représentantes disait, mais attention, à un moment donné, ça dépend de vous aussi. Si vous ne voulez pas apprendre l'hébreu, on ne peut pas vous forcer. Hein. On ne peut pas vous forcer. L'intégration, elle demande d'abord un effort personnel. Elle demande un effort personnel. Alors effectivement, quand on a un bel appartement, de l'argent et aucun problème, on ne voit pas pourquoi se casser la tête. Et c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de Français, d'Américains. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. De toute façon, ils ne posent pas de problème au pays. Hein. Ils viennent, ils amènent de l'argent, ça ne pose pas de problème. C'est un peu dommage pour eux qu'ils s'intègrent si peu à la vie culturelle et sociale israélienne. On parle des enfants de ces personnes. Mais les enfants, s'ils le veulent, ils s'intégreront parfaitement. Quand on peut aller faire des études à l'université de Tel Aviv, à Arad Sofim, à Edis Herzliya, on s'intègre merveilleusement bien. Il y en a beaucoup qui, à Arad, à Netivod et à Ashdod, aimeraient bien étudier là-bas. Ah non, là, s'ils le veulent, ils réussiront. Et beaucoup réussissent. Moi, je connais plein de jeunes Français qui font des belles carrières, qui sont officiers à l'armée, qui vont créer des start-up, etc., mais parce qu'ils le veulent. Ah oui, les Érythréens et les Soudanais. Bon, alors, d'abord les chiffres, on dit qu'il y en a 40 000, on dit qu'il y en a 60 000, on dit qu'il y en a 80 000. Allez savoir, puisque ce sont des clandestins. En fait, Israël est en train de régler le problème manu militari, à savoir qu'ils en ont enfermé un certain nombre à Cholot. D'autres vivent juste à côté de chez moi, dans le sud de Tel Aviv, donc je les vois, je les connais. Israël a fait le choix de ne pas les intégrer, alors qu'il aurait pu en intégrer au moins une partie. Moi, je pense qu'Israël aurait pu faire au moins le tri entre ceux qui sont vraiment des réfugiés politiques et ceux qui sont des réfugiés économiques. Alors Israël a trouvé une solution, c'est de faire des accords avec des pays africains et de donner un pécule aux partants, qu'ils soient volontaires ou pas. Maintenant, une loi va permettre d'expulser les non-volontaires. Donc voilà, Israël est en train de régler ce problème. De toute façon, sur les immigrants en Israël, sans parler des infiltrés, hein, les autres immigrants, moi je l'ai écrit il y a 20 ans, Israël se fait des illusions. Il n'y a pas d'exemple dans le monde où une population immigrée ne se soit pas, à un moment donné, sédentarisée. Et moi je connais déjà des enfants philippins qui parlent l'hébreu mieux que moi, qui vont faire l'armée, qui sont à l'école, et qu'on le veuille ou non, ils seront israéliens, enfin on leur reconnaîtra à un moment donné la nationalité. Donc c'est une illusion de croire que la population immigrée va partir comme ça. Là aussi, c'est une des conséquences de l'échec de la paix. Auparavant, qui étaient les travailleurs immigrés? C'était les Palestiniens. Mais c'était très bien, parce qu'ils arrivaient le matin, ils repartaient le soir. Ils prenaient le car à Gaza, ils allaient travailler 30 km plus loin. C'était bien et pour eux et pour les Israéliens. Avec un salaire minimum israélien, ils faisaient vivre une famille de 10 personnes. Au moment d'Oslo, il y avait même un projet de statut très spécifique qui avait été créé avec une carte spéciale pour ces travailleurs palestiniens. Et Israël aurait reversé à l'autorité palestinienne une partie des taxes, la taxe sur le travail, pour que l'autorité palestinienne ait des ressources fiscales supplémentaires. Mais bon, tout cela a échoué. Et donc c'est aussi une des conséquences de l'échec du processus de paix. Mais là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'Israël est dans la même situation que tous les États occidentaux, à savoir qu'il y aura de plus en plus de réfugiés politiques, économiques, climatiques, et que ce ne sera pas facile de gérer tout ça. Alors, les dernières questions. Monsieur, madame. Voilà. Allez-y. Ma question concerne la notion de nation dans le monde arabe et dans le monde juif. Est-ce que cette notion, qui est parfaitement occidentale et assez récente, après tout, n'est pas en train de se fourvoyer avec la mondialisation? Est-ce qu'une véritable nation palestinienne
exister? Est-ce qu'une véritable nation israélienne peut exister alors qu'il y a la Ligue arabe d'un côté qui fait que... Bon. Je réponds tout de suite à cette question parce que je vais vous citer non pas une dirigeante juive, mais une dirigeante arabe-israélienne qui est la présidente de la commission des droits de la femme à la Knesset, qui s'appelle Aïda quelque chose. Elle est communiste, elle est du parti Hadash. Elle dit, moi c'est simple, je suis communiste, donc pour moi l'idéal ce serait l'État binational. Mais je suis réaliste. Les Juifs veulent un État juif, les Palestiniens veulent un État palestinien. Donc la nation juive existe, la nation palestinienne existe. Monsieur. Merci de me donner encore la parole. Je ne veux pas monopoliser la parole, trop sûr. Je voulais juste... vous avez dit tout à l'heure, par rapport à l'opinion publique arabe, qui est donc n'est pas pour la paix ou pour la normalisation. Si, l'opinion est pour. À l'époque de Sadat, quand il a fait sa visite à Jérusalem, je pense que le peuple égyptien était pour à 100%. L'erreur, après, c'est qu'il n'y a pas eu de normalisation entre le peuple israélien et le peuple égyptien, malheureusement. Peut-être l'assassinat de Sadat était pour quelque chose. Moi, je pense que bon, la relation entre les deux gouvernements, c'est une ligne de miel, on le sait, mais au niveau du peuple, les médias, encore, les médias, malheureusement, les médias arabes, égyptiens notamment, qui traitent Israël d'un pays ennemi, ça ne doit pas exister, ça. On a fait une convention de paix, on doit la respecter. On a un voisin qui est Israël, qui a un nombre de brevets le plus au monde, qui est le brevet israélien. On doit aussi normaliser, les deux peuples doivent normaliser ensemble. Et comme vous avez dit que la paix ne passe pas que par l'Égypte à chaque fois, il faut aussi que la normalisation passe avec le peuple égyptien et le peuple israélien. D'un autre côté, j'ai écouté Avigdor Lieberman, peut-être il y a quelques mois, il a dit une phrase, il a dit qu'il a choisi l'unité du peuple plus que l'unité de la terre. Je pense qu'il faisait allusion au grand Israël du Nil jusqu'à l'Euphrate. Non, lui c'est autre chose. Lieberman, c'est autre chose. Lieberman, il est pour la partition, à savoir que toutes les régions d'Israël où il y a des Arabes seraient annexées à l'État palestinien, mais la Cisjordanie reviendrait à Israël. Lui, il est pour l'unité ethnique et non territoriale. Donc, monsieur, bon... Je termine. Est-ce que vous, personnellement, ou le peuple israélien en généralité, peut laisser tomber le rêve du grand Israël, de Nil jusqu'à l'Euphrate, et en contrepartie, il y aura peut-être de normalisation, parce que moi, je milite pour la normalisation, et quand je parle à des amis égyptiens pour cette normalisation, ils me répondent tout de suite, oui, mais Israël, dans la Torah, c'est marqué du Nil jusqu'à l'Euphrate. Oui. Je pense que c'est pas possible. Oui. Voilà pourquoi il faut dire que ce conflit n'est pas religieux et territorial et politique. Non, alors en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème, ce qui s'est passé avec l'Égypte, quand le président Sadat a été assassiné par les frères musulmans, ça veut dire que ce sont encore les extrémistes qui ont dicté l'agenda politique. Et puis il y a aussi un autre problème dans le monde arabe, qui est le problème de la démocratie. À partir du moment où les médias, la justice ne sont pas vraiment indépendants, les relations ne peuvent pas se pacifier aussi facilement qu'entre eux. On cite toujours l'exemple de l'Europe, mais d'abord en Europe, on avait une culture quand même à peu près commune, et puis c'était des démocraties. Donc on était dans une autre situation. Et puis il y a les niveaux de développement économique, par exemple. Les échanges entre Israël et l'Égypte sont encore très faibles, mais pas pour des raisons idéologiques, pour des raisons de développement, pour de niveau de développement. Les niveaux de développement sont tellement différents que les échanges, ils sont forcément un peu partiels. Alors, moi, je crois que l'opinion publique arabe, elle va jouer un rôle. Les printemps arabes ont montré que cette opinion existait. Le printemps islamisme. Oui, je sais, on dit... Oui, mais vous savez, faut voir les choses dans la durée. La Révolution française, elle a aboli les privilèges du clergé en 1789. La loi sur la laïcité, elle a été intervenue en 1905. Il a fallu plus d'un siècle. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensaient que le printemps arabe allait instaurer la démocratie en 6 mois. C'est impossible. Mais ce qui est frappant dans le monde arabe, c'est la coexistence de deux sociétés. Et je le vois aussi d'ailleurs dans la société arabe israélienne. Une société jeune, moderne, c'est la génération Internet, c'est la génération Facebook. Eux, ils veulent ce que veulent tous les jeunes du monde. Et puis il y a une autre société, qui est une société beaucoup plus arriérée, beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus pauvre, beaucoup plus illettrée, qui reste attachée à des préjugés. Alors laquelle de ces deux sociétés l'emportera, ça je ne sais pas. Mais je crois que les opinions arabes vont jouer un rôle de plus en plus important.
Dernière question pour madame. La société Facebook, est-ce que vous pensez que les jeunes israéliens vont continuer à pouvoir faire 2 ans et demi de service militaire avec des conséquences psychologiques qu'il y a sur eux? Ou est-ce que vous croyez que l'avenir technologique permettra à ce qu'ils fassent un service militaire, un service militaire moins long? Parce que ils sont quand même les seuls pratiquement au monde, puisque vous partez de nous, à faire un service militaire de 2 ans et demi, même s'ils sont d'accord, même si... Écoutez, il y a régulièrement des projets de réduction du service militaire. C'était le grand projet de Ehud Barak, qui est un spécialiste de la question, il disait « je veux une petite armée intelligente », c'est-à-dire moins d'effectifs et beaucoup plus de technologie. La vérité est aussi que la guerre ne se gagne pas uniquement avec la technologie. Et que la ressource humaine est extrêmement importante. Donc moi, écoutez, je ne vais pas spéculer là-dessus. Il y a d'excellents spécialistes des ressources humaines dans l'armée israélienne. Ils feront leur travail. Ce sont des gens extrêmement compétents, extrêmement intelligents. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'armée israélienne a le soutien de la population. C'est d'ailleurs sans doute le dernier consensus israélien, c'est le soutien à Tsahal. Donc, quelle que soit la solution retenue, elle sera approuvée par la population, et l'immense majorité des jeunes va à l'armée parce qu'ils considèrent qu'ils doivent y aller, et puis c'est tout, quoi. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à remercier Philippe Velila pour cette conférence. Et à vous remercier les uns et les autres d'être là. Philippe va, je pense, dédicacer son livre pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup à tous.